Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Prévention, le podcast où on parle de santé, sécurité au travail et de sécurité routière. Je suis live en différé, du grand rendez-vous santé, sécurité du travail de la CNESST qui a eu lieu cette année au Palais des Congrès à la fin du mois d'octobre. Aujourd'hui, en fait, j'ai eu la chance de recevoir tout plein d'invités différents, là, des conférenciers, des visiteurs qui venaient assister aux conférences, des exposants, des gens de différents domaines et qui ont des expertises tout à fait différentes les uns des autres. En fait, au départ, je ne savais pas du tout qui j'allais rencontrer et je pense que vous allez le constater au fur et à mesure de l'épisode. On a des invités extrêmement intéressants, hyper compétents dans leur domaine et je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller liker la page Facebook de Via Prévention. La page Facebook, la page LinkedIn aussi qu'on a depuis quand même tout récemment. Vous pouvez vous abonner au podcast sur iTunes et sur Google Play. Et si vous le voulez, au Québec, on est fort pour y aller avec YouTube pour regarder les vidéos. Ça peut être un moyen aussi. En gros, suivez nos activités. On a eu tout récemment notre colloque sur la santé psychologique au travail. Vous allez avoir accès aux présentations des conférenciers via le site de Via Prévention, évidemment. Et pour toute formation, demande de conseils, assistance technique et documentation, consultez le viaprévention.com. Et sur ce, je vous laisse avec les invités du GRV Montréal 2019. Bonne écoute. Et on est de retour avec M. Wagui Geda, anciennement de l'ASFETEM, maintenant chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal pour le cours de fondement de la santé et sécurité au travail. Fondement de la santé et sécurité. Le genre d'étudiants que vous avez, c'est qui? Le profil type, admettons? Ce sont des étudiants, en fait, la majorité sont des étudiantes, curieusement. Ce sont des étudiantes du bac de gestion de l'Université du Québec. Et il y en a qui font 3 certificats, ou il y en a qui font le bac en entier. Et c'est un cours obligatoire pour tout le monde. C'est une bonne chose parce qu'on sait qu'aujourd'hui, peu importe le poste que vous occupez dans une entreprise, même pour vos besoins personnels, pour votre vie personnelle, la prévention des accidents de milieu du travail, c'est quelque chose de très utile et très important. Moi, j'ai fait un peu l'équivalent de ça, mais à l'Université de Montréal. J'ai fait le bac en relations industrielles et il n'y avait à ce moment-là qu'un seul cours obligatoire en santé et sécurité qui était le principe de base ou fondement. Là. Ça doit être un peu l'équivalent. Oui, c'est exactement ça. Ce sont les fondements de la santé et sécurité au travail. Évidemment, un cours de 3 crédits, donc 3 heures par semaine pendant une session, c'est vraiment pas assez pour parler de tout. Dans le temps, avant l'arrivée de la loi sur la santé et la sécurité au travail, il y a eu beaucoup de recherches, de publications pour justifier l'intervention de l'État en prévention, parce qu'il faut se rappeler que la loi sur les accidents de milieu du travail qui s'occupe de la prévention, donc qui compense les travailleurs et qui essaye de les recycler dans un emploi convenable, existe depuis pas mal plus longtemps. Mais le côté prévention est plutôt récent. Enfin récent, il date quand même d'une quarantaine d'années, 30 et quelques années. C'est donc un élément nouveau qui s'est rajouté. C'est une loi qui vise la prévention des accidents de milieu du travail parce que la compensation était nécessaire, mais elle ne suffit pas. Okay. Et à ce moment-là, vous avez travaillé pendant plus de 30 ans? Oui, j'ai travaillé pendant 32 ans à l'Association sectorielle des fabricants d'équipements de transport et de machines. Donc, c'est une association qui fabriquait les camions, pendant que les clients de l'ASP Transport maganent les camions sur la route, si vous permettez. Alors nous, c'était des fabricants de camions, d'avions, surtout Bombardier, Pratt et tout ça. Donc c'était le milieu manufacturier. On avait des entreprises de haute technologie, mais des entreprises aussi du coin de la rue ou du fond du rang qui utilisaient des méthodes très rudimentaires. Alors, les accidents étaient reliés à la mécanique, mais nous avions aussi des formations qui s'adressaient aux travailleurs du transport. Donc, les utilisations des chariots élévateurs qui sont très, très courants dans le milieu du transport. On avait beaucoup de formations là-dessus et on collaborait avec d'autres aspects dans la vôtre, justement. Ouais.
C'est quoi les principaux constats que vous faites entre, exemple, donner de la formation aux adultes et maintenant vous concentrez plus à l'enseignement à des futurs professionnels des ressources humaines ou de la santé et sécurité au travail? Oui, c'est une intéressante question. Les travailleurs à qui on s'adressait dans les formations, c'était des gens qui avaient une expérience concrète et qui avaient des problèmes qu'ils rencontraient déjà au travail. Lorsqu'on leur parlait des risques, lorsqu'on leur parlait des maladies et des accidents, ils en avaient une expérience concrète. Souvent, ça arrivait qu'ils en avaient vécu eux-mêmes, eux ou dans l'entourage. Je me rappelle, j'avais donné un cours dans une entreprise sans savoir, mais il y avait un accident grave dans l'usine avec une amputation. Et les collègues de l'accidenté étaient dans ma classe, je ne le savais pas. Puis quand j'ai commencé à parler d'un accident, comment faire une enquête et donner un exemple, j'ai bien vu que des gens qui étaient vraiment pas à l'aise, qui étaient très mal à l'aise. Donc ce sont des gens qui ont cette expérience. Les élèves à qui je m'adresse actuellement sont des gens qui n'ont pas cette expérience concrète. Évidemment, ils ont l'approche un peu, comment je dirais, légale, qu'on essaye de leur expliquer parce que c'est quand même une loi, l'approche administrative parce qu'ils connaissent les contestations d'accidents. Et ce qu'on essaye de leur expliquer, c'est que la contestation, c'est quelque chose qu'on peut faire pour économiser de l'argent, mais il y a beaucoup plus d'argent à faire en prévenant les accidents pour ne pas avoir des contestations. Il y a d'autres choses aussi qui les touchent, c'est le droit de refus et le retrait préventif de la travailleuse enceinte. Le droit de refus, c'est quelque chose, quand ça avait été adopté à l'époque, ça avait fait peur à tout le monde. La partie patronale était sûre qu'il allait y en avoir des hordes de droit de refus. En réalité, il y en a eu très très peu. Le retrait préventif, par contre, lui, a marché très bien. C'est-à-dire qu'il y a un bon 40-50% des demandes de retrait préventif qui fonctionnent, donc qui sont accordées aux travailleuses. Donc ça, c'est un atout pour les travailleuses qui marche très bien et qui est très utilisé. Tandis que le droit de refus, qui est vraiment un droit de dernier recours, là, ça c'est vraiment que quelqu'un a peur pour sa santé et sa sécurité et qui a peur de faire un travail, il peut utiliser le droit de refus et c'est très bien géré, c'est réglementé et il y en a peu et généralement il se règle à l'interne. Donc l'employeur avec les travailleurs ou les syndicats s'il y en a examine la situation et puis ils arrivent à un consensus généralement. L'intervention de l'inspecteur est assez exceptionnelle. C'est vraiment dans les cas de dernier recours, quelqu'un de l'extérieur va venir trancher. Là. Généralement, dans ces situations-là, ça se règle à l'interne. Oui, parce que c'est quand même du gros bon sens. Si quelqu'un perçoit un danger, il y a des chances que d'autres le perçoivent aussi. Ou s'ils ne le perçoivent pas, quand ils leur expliquent, ils vont arriver à la même conclusion. Donc ça, ce sont les deux éléments. L'autre élément, c'est celui de la loi, parce que c'est très réglementé au Québec, la santé et la sécurité au travail, un paquet de lois, et chaque loi a un paquet de règlements qui sont attachés. Donc pour les étudiants, il faut qu'ils aient une notion de ces lois-là et de ces règlements. Et puis Dieu sait que même les avocats s'y perdent lorsqu'on travaille avec des lois, les notions sont éparpillées un peu, les notions sont complexes et tout ça. Donc pour les étudiants, cette discipline de se référer à la loi à chaque fois qu'ils posent une question, et heureusement, il y a beaucoup de réponses dans les lois. Le règlement sur la santé et la sécurité au travail, par exemple, c'est extraordinaire, c'est équivalent de 2-3 années à l'école polytechnique, enfin 2-3 années, 2-3 cours, n'exagérons pas. Donc il couvre un paquet de sujets avec des explications du risque et des méthodes d'éliminer ce risque-là. Donc, c'est un atout très précieux pour les gens qui travaillent en santé et sécurité au travail. Je le dis toujours, leur meilleur ami, c'est la table des matières de la loi sur la santé et la sécurité au travail, du règlement sur la santé. Dès qu'ils ont un problème, commencez juste par regarder la table des matières de ces lois. Il y a de bonnes chances que vous trouvez un chapitre ou une section qui vous donne déjà des indications sur ce que vous devriez faire. Après, il y a des références que vous pouvez aller chercher ailleurs à l'Institut, dans les associations sectorielles et tout ça. Tout à fait. Vous avez mentionné que le droit de refus et le retrait préventif, c'était des sujets qui étaient quand même... qui intéressaient beaucoup les étudiants. Est-ce qu'il y en a que vous avez noté que vous aviez l'impression de parler une autre langue quand vous parliez d'un sujet spécifique? Eh bien, les maladies professionnelles sont peu connues. L'effet est à long terme.
évidemment, l'amiante, c'est connu, l'asthme, c'est connu. Là, très récemment, on a parlé du plomb dans l'eau. Okay. Mais vous savez que la plombémie est un problème qui a été découvert beaucoup dans les entreprises. Les batteries d'automobiles, pas les nouvelles, les anciennes, il y en a encore contenues du plomb. Donc, la récupération, la fabrication de ces batteries, l'affinage du plomb causait beaucoup de plombémie. Donc, il y a quelques contaminants qui sont connus, donc on a entendu parler dans les journaux, mais il y en a d'autres qui ne sont pas connus, puis elles existent. Alors, pour les travailleurs, pour les étudiants qui ne sont pas familiers avec ça, c'est vraiment très nouveau. Écoutez, même pour les travailleurs, regardez, il y a quelque temps, les pompiers qui ont découvert que sur leurs vêtements, on pouvait retrouver des résidus de combustion, de résultats de combustion de produits artificiels, mettons, et qui restaient sur leurs vêtements et qui les empoisonnaient même quand ils n'étaient pas exposés à la fumée d'incendie. Et ça a pris des dizaines d'années avant qu'on relie l'exposition à ce petit risque-là qu'on n'avait pas identifié à des maladies qui se déclaraient chez les pompiers. Alors, lorsque le délai entre l'exposition et l'effet sur la santé est long, ben, même les spécialistes, ça leur prend du temps avant de faire le lien. Alors, pour les travailleurs et pour les étudiants, c'est un peu difficile de voir ça parce que ce n'est pas tangible, évidemment. Quelqu'un qui se coupe le doigt, là, on voit le sang gicle et tout ça, c'est évident. Mais pour quelque chose qui insidieusement s'introduit dans le sang ou dans les poumons ou dans d'autres organes et qui prend 25 ans, c'est plus difficile à saisir le risque, surtout que ce n'est pas toujours, ça n'arrive pas toujours à tout le monde. Tout le monde qui met le doigt sous le marteau va ressentir la même douleur. Mais tous les gens qui sont exposés à l'amiante, aux cigarettes, regardez, on a souvent entendu ça. Mon oncle Alfred, il a fumé jusqu'à et il est mort à la notion de probabilité, là, ça demeure flou. Puis je pense, j'ai lu récemment que l'âge moyen de reconnaissance d'une maladie professionnelle, ça tournait au début autour de 72 ans. Oui, parce qu'elles prennent du temps à se développer. Et en plus, il y en a plusieurs qui sont perdus dans le sens qu'on ne les relie pas. On ne comprend pas que c'est relié à une exposition reliée au travail. Hein. Okay. Ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine de la santé-sécurité. C'est quoi les constats que vous faites depuis votre entrée dans le domaine jusqu'à aujourd'hui, là, en 2019? Les constats sont faciles à faire. Aujourd'hui, dans les entreprises, tout le monde sait ce que c'est que la santé et la sécurité au travail. La loi est connue. Même, je dirais, les intervenants, leur image a changé. Quand j'ai commencé, la CSST, c'était le gros méchant. Tout le monde en avait peur. Nous-mêmes, à l'association, il ne fallait pas se faire voir dans une entreprise à côté d'un inspecteur de la CNESST. Ça a beaucoup changé. Les inspecteurs de la CNESST ne sont plus perçus maintenant comme des polices, méchants, des polices qui viennent chercher des poux. Non, au contraire, on les appelle et leur fonction de conseil est très utilisée pour les entreprises. Et c'est un peu ce qu'on dit dans le cours aussi. D'ailleurs, j'invite souvent, presque toujours, quand j'y arrive, un inspecteur à venir parler aux élèves. Et le message qu'il leur fait passer, c'est ça. C'est de dire qu'ils sont là pour aider les entreprises, non pas leur nuire. Donc, les conseils, ils peuvent appeler à la CNESST pour demander des conseils et la CNESST les réfère à leurs associations sectorielles ou au service de santé ou à l'association patronale de santé et sécurité. Bon, bref, il y a plusieurs institutions, organismes qui sont voués à ça. Et la CSST a développé ce côté conseil qui n'existait pas il y a 30 ans, ça n'existait pas. L'autre chose, c'est la conscience de la santé et sécurité au travail. C'est exceptionnel maintenant d'arriver dans une entreprise puis qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Mais il y a 30 ans, on arrivait là puis ils disaient « décaissez ». Vous étiez les extraterrestres à ce moment-là. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Okay. Personne ne savait ce que c'était. Je pense que ça paraît aujourd'hui, on est au grand rendez-vous au Palais des Congrès, puis ça paraît par le nombre de personnes qui viennent voir des kiosques, viennent assister à des conférences. Là. Je pense que on voit qu'on n'est pas tout seul à parler. C'est exact. Ouais. Et le prix le concours de la santé et sécurité au travail, les prix excellents, comment ils s'appellent les grands prix. Les grands prix ont été très utiles. Moi, j'ai siégé sur un nombre incalculable de comités qui examinaient les candidatures pour choisir. Et pour chacune des candidatures choisies et quelques autres, on faisait un petit vidéo
qui sont disponibles maintenant sur YouTube. Vous pouvez aller les voir. Ouais. Et là-dedans, c'est une mine d'idées et d'exemples vraiment très intéressants. Ils sont un peu difficiles. Le classement n'est pas parfait encore. Là. Ils sont difficiles à retrouver quand vous cherchez un thème. Mais quand vous allez fouiller un peu là-dedans, là, il y a beaucoup d'idées. Et ça, c'est incroyable ce que ça fait entre guillemets plaisir dans le sens positif aux entreprises qui sont choisies. Je les voyais toujours les gagnants ou même les autres arriver et recevoir leur prix en gang avec les représentants des travailleurs, des comités, des patrons. Et je connais plusieurs, sur mon ancien conseil d'administration, qui ont valorisé la santé et sécurité au travail dans leur entreprise après qu'elle ait gagné un prix. Et le président était devenu l'un des meilleurs vendeurs de la santé et sécurité au travail quand il a vu que son entreprise pouvait recevoir de la reconnaissance et de la... ça servait ses ventes auprès de ses clients parce qu'il a gagné un prix d'un exemple d'intervention en santé et sécurité au travail. Donc, ça devient plus vendeur que quelque chose de coûteux. C'est plus une dépense, comme on dit. C'est vraiment un investissement et qui est rentable, la santé et sécurité au travail maintenant. En terminant, j'aimerais ça qu'on conclue par... Exemple, quelqu'un qui est un responsable santé et sécurité dans son entreprise et qui voudrait se perfectionner et suivre un de vos cours. Comment qu'il s'y prend ou c'est quoi le genre de contenu auquel il pourrait s'exposer dans vos formations? Il y a plusieurs universités ont un certificat en santé et sécurité au travail. Il n'y en a pas un à l'UQAM encore, mais à l'Université de Montréal, je sais qu'il y en a. Je pense qu'à l'Université de Sherbrooke également. À l'Université Laval à Québec aussi. Là, je vous dis ça sous réserve, mais je ne suis pas mal sûr que ces trois-là ont un certificat de 45 crédits, donc 15 cours, qui se fait à temps plein en une année, ou peut-être un peu plus, mais qui peut se prendre à temps partiel pour avoir tous les aspects de la santé et sécurité au travail. Il y a aussi, évidemment, des cours ponctuels, des formations ponctuelles qui se donnent par les associations sectorielles sur des problèmes particuliers. Par exemple, si vous voulez fouiller le cadenassage, vous avez trouvé plusieurs cours, des fois de 2 jours, sur le problème du cadenassage. Puis ainsi de suite, sur beaucoup d'autres problématiques de santé et sécurité au travail. Mais quelqu'un qui veut commencer dans le domaine, un certificat, c'est une bonne façon. Ça fait une bonne base, assurément. Ouais. Monsieur Géda, merci beaucoup d'être venu à Balado Prévention. Et bon travail, continuez. Merci beaucoup. Au revoir. On est de retour avec Mme Danielle Sauvageau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne joueuse de l'équipe nationale canadienne, ancienne entraîneur de l'équipe? En fait, oui, j'ai eu le grand privilège de participer à plusieurs Jeux olympiques. Oui, comme entraîneur-chef, comme entraîneur adjoint, ensuite comme mentor, accompagner des athlètes dans leur préparation olympique, des organisations dans leur préparation olympique. Alors, lorsqu'on parle de préparation, bien souvent, c'est de se préparer à faire à tous les jours ce qu'on doit faire dans nos milieux respectifs pour s'assurer que tout est en place. Et là, est-ce que vous travaillez toujours avec l'équipe de hockey féminine, c'est les Canadiennes? En fait, les Canadiennes, malheureusement, la Ligue a fermé les portes au printemps dernier. Mais ça ne veut pas dire que les joueuses, pour autant, qui faisaient partie de cette formation-là, n'y sont plus. Au contraire, on doit travailler un petit peu plus fort, même pour s'assurer que nos meilleurs produits québécois et même des joueuses qui viennent s'entraîner sur Montréal ont ce qu'elles doivent avoir comme environnement positif d'entraînement, de haute performance pour pouvoir évidemment continuer à nous représenter, oui, sur la scène canadienne, mais aussi là, dans les championnats du monde et un peu plus tard, les Olympiques. Et là, vous avez donné une conférence. Vous avez ouvert le grand rendez-vous avec une conférence qui portait sur... En fait, la conférence de départ visait l'art en bienveillance. Je pense que le mot bienveillance le dit, on l'entend, on le calvaude, peut-être même, et de dire, c'est un petit peu calvaudé, tout ça, mais c'est quoi la bienveillance? Si je le résume en 3 mots, moi, toi et nous, en fait. C'est-à-dire que si moi, je fais attention à moi, je vais faire attention
attention à toi et ensemble, on va faire attention. Et je pense que c'est un petit peu ça. Lorsqu'on travaille en prévention, j'ai eu le grand privilège de travailler dans 2 grandes sphères. Oui, en sécurité publique, 33 ans avec la GRC, le service de police de la Ville de Montréal, mais aussi lorsqu'on développe des structures de haute performance pour permettre aux meilleurs talents de pouvoir justement émerger. Bien, on parle de faire attention à soi, de faire en sorte qu'à tous les jours, on se rapproche des comportements, des habitudes, des routines qui vont faire en sorte que on travaille dans des environnements qui sont sains, qui sont sécuritaires. Et ça, je pense que ça fait partie de chacune des actions qu'on fait tous les jours. J'ai le nom de Marie-Philippe Poulain en tête. Comment qu'on fait pour prendre peut-être ce qui est la meilleure joueuse de hockey au monde et l'entourer d'une équipe pour que tout le monde, à ce moment-là, puisse élever son niveau? Mais en fait, c'est intéressant la façon dont vous posez la question parce que c'est de prendre une joueuse et de l'entourer. Et comme à tous les jours sur nos milieux de travail, c'est de faire partie d'une équipe. Alors, c'est pas de prendre un individu et de l'entourer, mais de faire partie plutôt d'une équipe où chacun a son rôle un petit peu différent. J'ai parlé lors de la conférence que j'ai eu le privilège de travailler justement avec Wayne Gretzky. Et dans le fond, ce qu'il m'a appris, c'est qu'il ne savait pas tout. Alors, on peut à la fois devenir un enseignant et ensuite, on va devenir l'étudiant à peu près dans la même conversation. Alors, je pense que quand on parle de cette prémisse-là, bien, on a des choses à apporter aux gens, puis les gens nous en apportent aussi. Alors, c'est ensemble qu'on peut effectivement aller plus loin. Et juste avant que j'ai donné la conférence, il y a eu justement le lancement de la nouvelle publicité là, au niveau de la CNESST. Et puis, ça se termine en disant « Hey, est-ce que tu es accroché? » Donc, de dire « Je remarque le niveau d'alerte qu'on a. » Et puis, c'est un peu ça, là, de travailler en haute performance. Alors, lorsqu'on prend la meilleure joueuse considérée au monde, bien, c'est de faire en sorte qu'elle puisse continuer à émerger dans une équipe qui va la supporter, mais qui en même temps, elle va aussi supporter, donc de devenir la meilleure coéquipière au-delà d'être déjà parmi les meilleurs dans son sport. Vous avez entraîné l'équipe qui a gagné la médaille d'or en 2002. Je me rappelle être assis devant ma télé et regarder ce match-là contre l'équipe américaine. Une question souvent qu'on entend en entrevue, c'est ça serait quoi pour toi le meilleur employeur? Ça serait quoi ton patron idéal? Et la réponse que les gens généralement vont dire pour la jouer safe dans l'entrevue, c'est de dire « j'aimerais ça avoir un coach ». Ça me semble que c'est une réponse qui ressort souvent. Ça serait quoi le coach idéal ou le patron idéal à ce moment-là dans une organisation? Santé, sécurité ou autre? Mais je pense que c'est de trouver sa place. D'avoir un employeur qui va non seulement nous offrir un encadrement positif de travail à tous les jours dans lequel on se sent bien, on se sent engagé, on veut contribuer. Bien souvent, on parle beaucoup de stress au sein de nos organisations, mais on ne parle pas nécessairement de ce que j'appelle du board-out, c'est-à-dire que les gens s'ennuient, les gens ne se sentent pas engagés, ne sentent pas qu'ils sont contribués. Donc, de s'assurer là, que c'est un laboratoire humain dans lequel on se dirige à tous les jours et dans lequel on veut contribuer. Je pense qu'il n'y a pas personne qui se lève le matin en disant « je veux juste aller passer du temps en attendant ma paye rendue au jeudi ou au vendredi ». Alors, je pense qu'un bon employeur, c'est d'abord identifier les meilleures ressources, et de travailler dans un environnement où les gens en prennent partie. Les gens se sentent bien et veulent justement de dire « c'est chez nous, ici ». Et lorsqu'on entend que ce soit des années dans la police ou dans le sport, dire « bien, quand je rentre dans un aréna, je me sens bien » ou « quand je rentre au bureau, je me sens bien puis je peux contribuer à quelque chose », pour moi, c'est ça. C'est de créer des environnements dans lesquels les gens y trouvent son compte, ils sont bien et veulent contribuer. Je fais des liens, parce que ma petite sœur est une policière, son conjoint est policier aussi. Puis il me semble que c'est des espèces des sujets, c'est des concepts que je suis capable de coller à elle quand j'ai des discussions. Là. Cette espèce d'esprit d'équipe-là, de partenariat pour arriver à un objectif. Mais vous savez, dans la police, on est appelé à travailler sur des événements qui, la personne qui va être à côté de nous, on ne connaît même pas son nom. Mais on sait une chose, c'est qu'on est là pour les mêmes raisons. L'intention de bien faire, elle est présente et c'est là-dedans qu'on doit continuer à... Autant que les bonnes équipes vont faire en sorte qu'on va se connaître, on va savoir les forces, les faiblesses, qu'est-ce qui fait que l'autre va justement donner un peu plus ou va être tout là lorsqu'on commence le quart de travail. Mais un peu dans à peu près tous les domaines, c'est qu'on a une mission, on doit la livrer.
puis la personne à côté de nous aide à participer ou à livrer la mission dans laquelle on s'est mis d'accord. J'ai eu plusieurs événements dans ma carrière qui m'ont appelé à faire ça. Donc, d'être prêt pour l'inconnu. Puis d'être prêt pour l'inconnu, bien, c'est d'essayer de tout prévoir. Madame Sauvageau, je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes avec moi à Balado Prévention. Je vais vous souhaiter un bon grand rendez-vous. Bien, merci beaucoup. Merci. On est avec Mme Guylaine Nadon de l'AQHSST. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir, de prendre quelques minutes là, pendant le grand rendez-vous avec moi, devant le micro. Bien, ça me fait plaisir. L'AQHSST, qu'est-ce que c'est? Alors, pour la majorité des gens, c'est un acronyme connu. Ça fait 42 ans qu'on est dans le domaine au Québec. C'est l'Association québécoise pour l'hygiène et la santé-sécurité au Québec. On est un regroupement de professionnels dans le domaine francophone. Donc, on s'occupe de donner de l'information à nos membres et au public sur des questions touchant la santé-sécurité au Québec. C'est des gens qui font quel genre de travail dans les entreprises? Vous parlez de nos membres? Oui. Alors, on en a de tout genre, mais la majorité, ça va être des gestionnaires de la santé-sécurité au travail, ça va être des médecins du travail, des infirmières, des gens en ressources humaines, à peu près n'importe qui a un rôle à jouer dans son organisation pour la santé-sécurité au travail. On a beaucoup de gens du domaine public, on a des gens des universités, on est très, très, très diversifié. Donc, c'est pas nécessairement des gens qui ont fait la technique en santé, sécurité, hygiène ou environnement. Pas du tout. On a les experts, mais on a aussi les gens qui ont besoin d'experts. OK. Et c'est quel genre de service à ce moment-là que l'association offre à ses membres et aux entreprises qui vous contactent? Le plus gros avantage pour nos membres, c'est le réseautage. C'est d'avoir un contact avec des professionnels. C'est d'avoir des outils pour les aider à gérer la santé-sécurité dans leurs entreprises et avoir un lien avec les personnes les plus réputées dans les domaines. Alors, notre service aux membres, c'est vraiment le réseautage, mais c'est surtout l'opportunité de poser des questions sur des choses qu'ils veulent savoir. Et c'est d'avoir des événements comme notre congrès annuel, comme nos formations, qui aident des gens à maintenir les agréments professionnels, ceux qui en ont. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on est très, très intéressé à continuer à faire la promotion au Québec, les agréments professionnels en hygiène et en santé-sécurité du travail. Quand on parle d'hygiène, on parle de quoi spécifiquement? On ne s'occupe pas de nettoyer les dents. Non. C'est l'hygiène du travail, c'est l'évaluation des risques en milieu de travail et ensuite, à partir de l'évaluation de risques, comment on met en place des programmes de santé ou des programmes de prévention pour aider nos travailleurs à ne pas être malades ou ne pas avoir d'accident. Donc, c'est la base, l'hygiène industrielle, de l'évaluation de risques et de la prévention. Là-dedans, on va rentrer probablement, j'imagine, le bruit. Exactement. Les vibrations. Tous les contaminants chimiques, physiques, ergonomiques maintenant, biologiques, tout ça. C'est pour ça que vous avez besoin d'experts de plus en plus parce que c'est tellement vaste, la santé-sécurité, l'hygiène au travail, que c'est pratiquement impossible d'avoir quelqu'un qui connaît tout. Donc, c'est dans les entreprises, ils ont souvent besoin de faire référence à des gens compétents. Et on a la liste de nos membres, on a un bottin de ressources pour aider les gens quand ils ont besoin de professionnels. Donc, on est équipé pour ça, pour aider nos membres. Super. Est-ce qu'on pourrait avoir je pourrais avoir un petit exemple de la complexité, exemple de certains sujets que vous pouvez rencontrer? Mon doux Seigneur. L'hygiène du travail, c'est ça. L'idée, c'est qu'on est des détectives. On a une problématique. Normalement, quelqu'un va être malade et il va falloir aller essayer de découvrir pourquoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une ouverture d'esprit énorme et commencer à poser les bonnes questions au bon moment avec l'esprit ouvert pour essayer de trouver des solutions. Donc, exemple concret, c'est compliqué. Ça pourrait être du monoxyde de carbone, des gens exposés dans un édifice, il y a un garage souterrain. On ne pense pas nécessairement que ça peut venir du sous-sol ou ça peut être contaminants dans l'air, des champignons dans des... Ah, la moisissure, c'est à la mode, surtout avec les inondations et tout ça. Oui, ça, c'est exactement on rentre là-dedans. Oui, l'amiante, ça aussi, c'est une problématique... au Québec, on a beaucoup. Et tout ce qui a rapport avec la réglementation aussi. On a beaucoup, beaucoup de questionnements sur est-ce que je suis en bas des normes? Alors, pour faire ça, il faut avoir des mesures. Il faut être capable de mesurer, de savoir à quoi on est exposé.
Donc, ça prend des hygiénistes du travail pour pouvoir vous aider à faire ce genre de choses-là. Mais on est plus que ça, là, la QHSST. Là. On a des hygiénistes. Ça a commencé comme ça. Au tout début, il y a plus de 40 ans maintenant au Québec. J'ai peur de le dire, mais j'étais là au début aussi. Alors, ça s'appelait l'AIC et c'était l'Association des hygiénistes industriels. Mais maintenant, il y a c'est l'aspect plus vaste. sécurité au travail, Oui, santé exactement. et sécurité qui s'est rajouté. Parce que c'est souvent les mêmes gens qui ont le même chapeau. Là. OK. Et les genres de formations à ce moment-là qui sont offertes aux membres, ça va dans de perfectionner ces aspects-là, exemple dans les moisissures, ou ça va développer le rôle conseil? On y va avec la demande des membres, OK? Ce qu'on veut faire, nous, c'est surtout pas de répliquer ce que d'autres font déjà très bien. Genre le CIMDUT ou les espaces clos ou le travail en hauteur ou tout ce qui est en tout cas connu plus comme formation. Là. Normalement, la QHSST va aller vers des cours avec un marché plus limité, des cours plus spécifiques souvent pour nos experts, mais aussi à la demande de nos membres, on peut avoir des cours plus généraux, comme en décembre, on s'en vient avec un cours pour aider les entreprises à comprendre les coûts des accidents de travail. Comment baisser le coût une fois que l'accident est arrivé. C'est les taux et tout ça. Donc, ça a été une demande de nos membres. Donc, on s'enligne sur ce que nos membres ont besoin et on a des cours récurrents à chaque année. Et entre autres, ce sont des cours pour améliorer les agréments professionnels au Québec. On encourage les hygiénistes industriels. Donc, on a un cours d'une semaine qui se donne en partenariat avec l'Université de Montréal pour aider les gens à avoir leur agrément. Et on en a un cours aussi pour aider les gens à comprendre ce que ça prend pour avoir l'agrément en santé et sécurité du travail. Parce que moi, je suis un CRIA, mais j'ai l'impression que je porte le titre fièrement. On va dire, je paye mon adhésion à ça, mais en santé et sécurité, il faut que je me débrouille. Les services offerts en termes de formation, développement professionnel, santé et sécurité, c'est négligeable. Beaucoup de nouveaux membres de la QHSST sont des gens comme vous qui viennent chercher un complément, si vous voulez, d'informations, mais ils viennent chercher des ressources. Et on les voit souvent à nos formations, mais au congrès. Et ils posent des questions à nos colloques, à nos forums. C'est un besoin au Québec. Oui. Et là, après plus de 40 ans d'existence de cette association-là, c'est quoi l'avenir? On s'en va où, mettons, là, 2020 et... Entre 2020 et 2030, qu'est-ce qu'on risque de rencontrer comme problématique en hygiène ou en santé et sécurité là, de votre part? Les problématiques, là, il n'y en a pas beaucoup de nouvelles, OK? On est encore avec des bonnes vieilles choses, puis c'est encore là, puis c'est encore problématique. Oui, les nanoparticules, les nouvelles choses qui existent, ça s'en vient. On est encore en train de faire de la recherche, mais vous savez qu'au Québec, on a l'IRSST, on a la CNESST, on a des groupes excellents en recherche. Là. Donc, le futur, ça va être de rester à jour avec la recherche et d'être capable de mesurer les nouveaux risques si on en découvre. Mais en ce moment, je peux vous dire qu'on travaille encore pleinement sur les anciens. Et on va avoir de l'ouvrage dans ce domaine-là pour plusieurs années. La base demeure. La base demeure, mais la QHSST, notre but, c'est d'encourager, comme je vous ai dit, des agréments professionnels. Donc, les gens qui suivent des cours de perfectionnement, suivent des certificats en santé et sécurité du travail. Les cours en hygiène, il y en a maintenant au niveau maîtrise au Québec, ce qu'on n'avait pas avant. Fait qu'au niveau francophone, on est pas mal mieux équipé qu'on l'était il y a une trentaine, quarantaine d'années. Le côté francophone, c'est quoi le... Pourquoi c'est parce que les associations professionnelles, ça a commencé aux États-Unis, c'est les associations américaines, donc c'était les gens bilingues qui étaient capables d'avoir l'agrément professionnel. Ça s'est développé tranquillement en santé, sécurité et en hygiène. Du côté francophone, on a aidé beaucoup avec ça. On a des gens au Québec maintenant qui aident des associations qui sont basées souvent ailleurs, comme en Ontario, entre autres. Mais on offre les services maintenant en français. OK. Je comprends. Qu'est-ce qui vous avait amené au départ dans le milieu de la santé et sécurité? J'étais à la maîtrise. Je voulais faire une maîtrise. Moi, je suis biochimiste de formation. Je voulais faire une maîtrise il y a 30 ans de ça, plus de 30 ans. Et je voulais quelque chose de concret. Et quand j'ai vu le domaine de la santé et sécurité au travail, ça m'a tout de suite intéressée. J'étais à l'Université de Montréal et j'ai fait une maîtrise au département médical avec eux. Et j'ai adoré. Et depuis ce temps-là, je n'ai jamais changé de branche, mais j'ai touché à tout. OK. Vous n'aviez pas eu à la base vous-même un accident de travail en emploi d'été? Et même pas connaître quelqu'un qui avait été impliqué. Non, ça a été à la base
reliés à l'intoxication puis à la prévention, vraiment, des maladies professionnelles. C'est ça qui m'intéressait. Si quelqu'un est intéressé à contacter l'AQH, La QHSST, oui, c'est comment notre le site faire? web. Notre site web, c'est la meilleure porte d'entrée. On a des représentants régionaux qui sont aussi inscrits sur le site web. OK. C'est aqhsst.info. Je ne sais même pas par cœur notre site web. Vous tapez dans Google AQHSST, ça va sortir, c'est certain. Et sur le site web, vous avez toute l'information pour devenir membre. On a différentes catégories. C'est vraiment très, très raisonnable. On est un organisme à but non lucratif. Donc, on est là pour le service aux membres. C'est ce qu'on peut faire. Et vous avez aussi des programmes pour la formation. Tout est là. Cool. Madame Nadon, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On est de retour avec M. Pierre Privé de la CNESST. Bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté l'invitation de venir à Balado Prévention. c'est moi qui vous remercie. Est-ce que c'est un premier podcast? Oui, c'est mon premier podcast. Oh, on brise la glace Oui, aujourd'hui. non. Est-ce que tu en écoutes ou... non, c'est pas. non, J'étais plus. pas vraiment au courant de comment ça fonctionnait un podcast. OK. Ben, tu vas voir avec le genre de questions, c'est assez, c'est assez easy going, là. J'aimerais premièrement savoir, étant donné que tu es coordonnateur aux enquêtes, Oui, coordonnateur aux enquêtes pour la commission, la commission de la santé et de la sécurité au travail, là, mais en fait l'ancienne CSST, la nouvelle CNESST. j'aimerais savoir, c'est quoi un peu les étapes qui mènent à l'étape finale, peut-être la diffusion d'un rapport? Là? Comment Oui, ça se en passe? fait, à partir du moment où on a un accident mortel ou un accident grave, mais si on parle des accidents mortels, parce que ceux-là sont systématiquement enquêtés, au Québec, à partir du moment où on a un accident qui est mortel, et c'est un travailleur au sens de la loi, donc un travailleur qui est sous le régime de protection de la CNESST, à partir du moment où il y a une enquête d'accident mortel, une enquête formelle qui débute, la façon que ça fonctionne, c'est que par la loi, l'employeur est obligé d'informer la commission qu'il y a eu un accident grave ou mortel chez lui. Souvent, c'est soit l'employeur qui va nous aviser, mais aussi régulièrement, la police va nous envoyer, va nous appeler avant même l'employeur. Et à partir du moment où ça s'est déclenché, dans chacune des régions du Québec, on a des équipes d'inspection, donc les inspecteurs de la CNESST que tout le monde connaît. Mais ces inspecteurs-là sont aussi formés pour faire les enquêtes. Donc, on n'a pas à la CNESST des personnes qui sont des enquêteurs puis des personnes qui sont des inspecteurs. OK. C'est nos inspecteurs qui font les enquêtes. Et on a à ce moment-là 2 inspecteurs, ils travaillent toujours en équipe de 2. On a 2 inspecteurs qui vont se présenter le plus rapidement possible. Pour nous, ça, c'est des cas, priorité numéro 1. C'est comme une enquête, analyse d'accident, mais plus. Oui, c'est ça. Nous autres, on appelle ça, dans notre jargon, à nous, on va appeler ça une enquête chromée. OK. Donc, c'est comme l'enquête plus, parce que effectivement, à chaque fois qu'un inspecteur va dans un établissement pour un accident, peu importe le type d'accident, il va faire une enquête, mais pour nous, on va appeler ça plus une intervention. OK. Et à la commission, à partir du moment où on parle d'enquête, on parle de ce qu'on voit, là, de ce qui sort publiquement, là, que nous, on appelle des enquêtes et où on va sortir avec le grand processus. Donc, ces inspecteurs-là vont rapidement se présenter sur place pour aller faire une collecte d'informations. Les premières étapes, en fait, c'est la même chose en industrie quand dans une entreprise, on veut faire une enquête. Plus tu arrives vite, bien, plus tu as d'informations. Ouais. Puis les informations de première ligne, donc ce que tu as dès le départ, c'est les informations souvent les plus importantes. Fait que nos inspecteurs vont se présenter là, vont commencer à prendre beaucoup d'informations et on va utiliser une méthode qu'on appelle l'arbre des faits. OK. Donc, tous nos inspecteurs sont formés sur une méthode d'enquête qui s'appelle l'arbre des faits. C'est une méthode qui est inspirée de l'arbre des causes de l'INRS et qui a été un petit peu modifiée pour les besoins de l'organisation. Ça a été mis en place en 2000. Avant ça, on faisait des enquêtes, mais on n'avait pas de méthode d'enquête OK. formelle. Donc, ça vient structurer un peu la méthodologie est Exactement. standardisée, peu importe le genre d'événement. Exactement. Donc là, maintenant, quand vous regardez des rapports d'enquête de la CNESST, tous les rapports d'enquête ont la même forme. La structure du rapport est exactement la même, puis la démarche qui est utilisée par les inspecteurs est toujours la même. C'est standardisé dans l'ensemble des régions et tous les inspecteurs le font. Puis c'est vraiment l'arbre des faits, où là, on va travailler on va chercher les faits, en fait, les différents faits, pour nous amener tranquillement vers les causes. Donc, on a cette équipe-là qui travaille sur le terrain. Et cette équipe-là est toujours appuyée par une équipe du central, par des membres d'une équipe du central qui est mon équipe à moi. OK.
pour nous assurer de donner un soutien à l'équipe d'enquête qui est sur le terrain pour faire en sorte qu'on va, de façon certaine, être en mesure de découvrir quelles sont les causes de l'accident. Et, évidemment, les rapports d'enquête, comme commission, on s'est donné un délai maximal de 6 mois pour les produire, incluant la diffusion. Donc, on essaye, dans un délai de 6 mois, de communiquer les résultats de nos enquêtes. Parfois, c'est plus rapide, mais aussi parfois, en fonction de la difficulté qu'on a ou de la complexité de l'enquête, ça peut être un petit peu plus long. Mais sur une moyenne, on s'est donné une moyenne d'à peu près 6 mois. Et au moment où l'enquête est diffusée, ça, on s'est vraiment fait un devoir de diffuser nos enquêtes. De par la loi, on ne serait pas nécessairement obligé de les diffuser publiquement comme ça, mais en 2000, quand tout a été installé, la commission a décidé de diffuser les enquêtes d'accident parce que le principal objectif d'une enquête d'accident, c'est sûr que c'est de découvrir ce qui s'est passé, mais c'est pour pouvoir éviter la répétition de l'accident. Donc... Et là, les rapports qui sont diffusés sont... pas anonyme, mais on efface les noms des gens impliqués. On voit uniquement le nom de l'entreprise dans lequel le travailleur s'est blessé. Donc, les rapports sont dépersonnalisés. Dépersonnalisés, c'est là. Il y a les rapports personnalisés. La loi sur la santé et la sécurité du travail établit à qui on doit donner des copies du rapport personnalisé, comme par exemple l'employeur, le syndicat vont recevoir une copie personnalisée, mais c'est dans l'usine où c'est arrivé. Fait que eux autres vont recevoir des copies personnalisées, mais l'ensemble des autres intervenants, quand on commence à diffuser à l'externe, c'est des copies dépersonnalisées. Mais notre objectif, c'est vraiment de faire de la prévention. On fait des enquêtes puis on les diffuse parce qu'on veut faire de la prévention, puis on veut éviter que ça puisse se reproduire dans d'autres milieux de travail. Donc, on essaie vraiment de faire la plus grande diffusion possible pour vraiment sensibiliser les gens puis essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et puis là, dans les dernières années, il y a les simulations 3D de certains de ces événements-là. C'est quoi l'intérêt d'avoir une vidéo ou quel a été le déclic d'amener ces simulations-là? Bien, on a commencé ça doit faire à peu près 1 an et demi qu'on a commencé ça. C'est sûr qu'il y a un besoin avec toutes les nouvelles technologies qu'on voit maintenant, avec le Facebook, Instagram, etc. Les gens aiment voir, les gens lisent un petit peu moins, puis les gens aiment ça voir rapidement ce qui s'est passé. Fait que ça nous permet quand même rapidement de montrer aux gens rapidement ce qui s'est passé. On a commencé ça il y a 1 an et demi, à peu près, on en faisait quelques-unes, mais maintenant, on s'aperçoit que c'est vraiment une demande. Les gens aiment ça. Et là, on l'a systématisé. Maintenant, la majorité de nos enquêtes d'accidents mortels comportent une simulation comme ça pour vraiment sensibiliser les gens sur ce qui s'est passé. Puis après, une fois que tu l'as vu, là, si c'est quelque chose qui te concerne en tant qu'industrie, là, tu peux aller lire le rapport ou aller prendre plus d'informations sur ce qui s'est passé puis de comment on pourrait éviter que ça se reproduise. OK. Y a-t-il encore des secteurs d'activité ou des genres d'entreprises qui sont surreprésentés dans les accidents mortels? Non, je peux pas dire ça. Souvent, les gens vont avoir dans leur perception, par exemple, vont dire la construction, ça doit être plus dangereux, etc. Mais dans les accidents, là, si je prends les accidents qu'on a eus dernièrement, c'est pas mal multisecteur. Là. C'est difficile de cibler un secteur en particulier. Là, on est on est à l'Halloween. Et récemment, il y a eu une période où les accidents mortels se sont succédés. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, depuis le début de l'année, on a fait dernièrement, la CNESST a fait un appel à la vigilance parce qu'on considérait qu'on avait... on n'est pas en mesure de l'expliquer, on n'a pas compris le phénomène. Mais on a eu depuis le début de l'été quand même un nombre d'accidents importants, dont à un certain moment donné, 7 accidents mortels en séjour. Et à partir de ce moment-là, la CNESST a décidé de faire un appel à la vigilance pour essayer de faire en sorte que ça cesse puis de juste peut-être amener une petite sensibilisation supplémentaire aux travailleurs et aux employeurs. OK. Wow. C'est fou. En 2019, on est au grand rendez-vous. Il y a beaucoup de monde. Puis le nombre d'accidents mortels, 7 en séjour, c'est quoi, on est à environ 80 par année. Ouais. C'est quoi les stratégies à utiliser pour en arriver à, idéalement, un 0 accident mortel dans une année? La CNESST a lancé sa nouvelle campagne puis met beaucoup d'emphase sur le fait de parler de santé-sécurité. Et je pense que c'est vraiment une clé importante. Les gens ont
moi, je pense, n'ont pas tendance à parler assez de santé-sécurité. Les travailleurs ne parlent pas assez à leurs employeurs. Les employeurs n'utilisent pas assez leurs travailleurs pour parler de santé-sécurité parce que je pense que si les gens s'en parlaient plus régulièrement, en fait, nous, on dit que le premier geste en matière de prévention, ça devrait être de parler de santé-sécurité. Et moi, je pense que plus on en parle, en fait, ce que je disais, c'est qu'il ne devrait pas y avoir une journée où on ne parle pas de santé-sécurité avec ses travailleurs. Il devrait avoir ne serait-ce que quelques minutes. Ça n'est pas obligé d'être toujours très long, mais plus on en parle, plus à un moment donné, ça devient comme normal dans le milieu de travail de parler de santé-sécurité. Et moi, je pense que c'est vraiment la première étape, mais qui est une étape importante. Puis c'est pour ça que la CNESST a mis beaucoup d'emphase dans sa nouvelle campagne là-dessus. OK. Puis là, nous, au kiosque de Via Prévention, sur une des aires, la CNESST, on parle de camions. On a le centre de formation en transport de Charlebourg qui sont là avec un simulateur. Nous, on est ici pour parler d'accidents autour des véhicules. Il y a Contrôle routier qui essaye de parler de circulation des camions, monsieur, madame, tout le monde. Qu'est-ce qui se passe avec les camions en ce moment? Il y en a eu beaucoup, entre autres les manœuvres de recul qui ont mené à des décès. Oui. Est-ce qu'enfin, je sais pas, on dirait que l'industrie du transport parle de santé-sécurité, puis là, il y a de l'intérêt? Bien, je pense que c'est positif que l'industrie commence à en parler de plus en plus, que vous, Via Prévention. Oui, c'est vrai qu'on a eu quand même plusieurs accidents reliés aux camions. Ça peut être les camions, les manœuvres de recul, effectivement, les véhicules lourds en général. Puis là, on sent quand même une certaine tendance. Il y a des comités qui se sont mis en place pour travailler là-dessus. Mais oui, c'est vrai qu'il y a une préoccupation actuellement là-dessus. Puis on est mobilisé pour essayer de faire en sorte de trouver des solutions pour éviter que ça puisse se reproduire. Cool. Monsieur Privé, je vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes avec moi pour parler de votre travail à la CNESST. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Super. Puis bon grand rendez-vous. Merci. Et c'est ce qui conclut l'épisode de Balado Prévention enregistré dans le cadre du grand rendez-vous de la CNESST qui a eu lieu les 30 et 31 octobre dernier au Palais des Congrès. Merci à tous les invités qui ont pris quelques minutes avec nous pour jaser de santé et sécurité. Je pense à M. Wagui Gédan, Mme Danielle Sauvageau. On a reçu également Mme Nadon de l'AQHSST et M. Pierre Privé de la CNESST. Ils ont tous été très généreux dans leurs commentaires, pour nous décrire en fait leur parcours professionnel et l'expertise que leurs différentes organisations apportent au public québécois en santé et sécurité. À tous qui se sont rendus jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner à toutes les pages de Balado Prévention qui se retrouvent en fait sur les pages de Via Prévention. Donc nos pages Facebook, Twitter, LinkedIn, le channel YouTube. Vous pouvez également nous ajouter sur Apple Podcast. On est également présent sur Google Play. Et pour tout ce qui est les événements de Via Prévention, n'hésitez pas à venir participer à nos événements, à télécharger nos documents ou à nous appeler pour de la formation. Ça va nous faire un grand plaisir d'aller vous rencontrer, de partager notre expertise avec vous. Sur ce, à la prochaine. Les fantômes, ça n'existe pas. Ce sont des histoires